entamer cette première présentation qui va traiter du sujet démystification ou comment s'affranchir de ce qu'on a appelé le prisme déformant de l'actualité. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois de juin de l'année dernière, la NSA et ses différentes révélations ont pris une part extrêmement importante dans l'actualité, et on a souhaité, au sein du groupe de travail, bien entendu vous en parler, parce qu'on ne peut pas éluder les différentes révélations qui ont été faites, mais ne pas en faire un sujet qui aurait pu nous prendre toute l'après-midi, mais bien le traiter comme un sujet parmi tous les autres, parce que la cybercriminalité est beaucoup plus large et traite de beaucoup d'autres angles, et c'est ce qu'on va en tout cas s'attacher à faire dans les deux premières présentations. Alors, donc comme je disais, oui, il y a eu 2 événements majeurs pendant l'année 2013. Vous allez me dire 2, mais je viens juste de parler de la NSA. Mais c'était quoi déjà le premier ? Eh bien le premier, vous vous en souvenez certainement, j'espère que je n'ai pas cliqué 2 fois, c'était le rapport APT1, le fameux rapport donc délivré par Mandiant en début de l'année, qui mettait en lumière les groupes d'attaque issus, donc potentiellement, voire très probablement, de la Chine, voire plus spécifiquement de l'armée chinoise. Donc c'est des groupes d'attaque qui finalement ont été mis en avant, et vous le voyez ici, des groupes d'attaque d'une ampleur extrêmement importante. 140 entreprises visées, plus de 20 secteurs d'activité ciblés, une vraie logique d'installation dans les réseaux des entreprises pour y voler de la donnée dans la durée. Et derrière, des moyens très importants qui sont dédiés à ces attaques, qui sont clairement orientés vers de l'espionnage économique. C'est, comme je le mentionne ici, des groupes qui sont capables de voler 6 téraoctets de données en quelques mois, également des groupes qui ont plus de 1000 serveurs présents sur Internet pour accueillir ces données volées. Donc on est vraiment sur une activité qui est industrialisée. Alors, le rapport a révélé effectivement des choses que la communauté sécurité connaissait déjà pour la plupart, mais ça l'a vraiment mis en lumière à nouveau. Et ce que ça a montré, clairement, c'est ce qu'on observait aussi, c'est cette volonté claire de s'installer dans les systèmes d'information dans la durée. Donc ça, c'était peut-être le premier événement déformant de 2013, parce que vous vous en souvenez, sur le premier semestre, on en a quand même énormément entendu parler. Alors, le deuxième événement, c'est bien entendu la NSA. La NSA et Snowden, qu'on a essayé de traiter en intransparent. Vous allez me dire, c'est quelque chose de difficile. On a essayé de le résumer de la manière suivante, en vous présentant finalement ce qu'on appelle l'entonnoir de l'espionnage, qui résume finalement l'ensemble des activités de la NSA. Des activités qui commencent par des capacités de collecte qui sont démesurément larges. Vous avez entendu parler de toutes les capacités de collecte donc sur les câbles sous-marins, les accords plus ou moins forcés, plus ou moins autorisés avec de nombreux acteurs du cloud, de l'IT, des télécoms. Également de la captation de données qui des fois est clairement illégale suivant les contextes dans lesquels elles sont réalisées. Et ça crée un énorme lac de données. Et il y a des moyens derrière. 2,5 milliards de dollars chaque année uniquement consacrés à la collecte d'informations. Vous imaginez l'ampleur de ce que ça peut représenter. Derrière cette information qui a été collectée par tous ces programmes, mais il faut l'analyser. Et là, à nouveau, on est sur quelque chose qui, je l'ai mis là, peut presque faire rougir les spécialistes du big data. Vous savez, on cherche tous le premier vrai retour d'expérience big data. Là, je pense que malheureusement, on en tient un, parce qu'ils arrivent quand même à collecter toutes ces données et à en tirer des capacités d'analyse rapides, efficaces et assez fines, d'après ce qu'on peut observer dans ce qui est révélé. Vous pouvez choisir tel pays, telle destination, telle langue parlée dans les échanges. Donc on a vraiment une forte capacité d'analyse. Je dirais heureusement, parce qu'à nouveau, derrière, on a 3 milliards de dollars de budget chaque année consacrés à la consolidation des informations et à leur analyse. Et puis finalement, c'est peut-être les dernières révélations, celles qui ont fait la fin de l'année 2013. C'est une fois qu'on a trouvé cette cible, une fois qu'on est en bout de l'entonnoir, eh bien c'est cette capacité à aller chercher de manière très précise et très industrialisée à nouveau les informations qu'on souhaite. Donc les capacités d'attaque ciblées, avec, vous avez vu, le fameux catalogue de ces moyens d'attaque ciblés. On parle de piégeage de matériel réseau, on parle également de compromission du chiffrement, d'achat de 0-day, de piégeage matériel, même de câbles USB qui deviennent des relais d'information, ce genre de choses. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui, même pour certains moyens, n'était pas connu et n'était pas envisagé. Il y a eu quelques petites surprises, mais la vraie grosse surprise de tout ça, c'est l'industrialisation qu'il y a derrière les capacités de la NSA. Cette logique de catalogue de services avec un prix souvent faible, associé avec des actions très pointues,
Ça a été, je pense, une des révélations majeures de l'année 2013. Alors, voilà, ça c'est le côté émergé, mais de l'iceberg. On a voulu parler un peu du côté immergé de l'iceberg. Parce qu'à la NSA, tout n'est pas rose. Pourquoi tout n'est pas rose? Parce que la NSA, elle a quand même connu cette magnifique fuite de données. C'est aussi une des plus grosses fuites de données qu'on ait jamais rencontrées, en tout cas une qui fait le plus d'impact au niveau politique et organisationnel aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'il y avait aussi plus de 1000 administrateurs du système d'information de la NSA. On a aussi appris que la plupart étaient externes, étaient des contracteurs, comme ils disent aux États-Unis, des prestataires, et c'est bien un de ceux-là qui a réalisé les fuites. On a aussi appris que la NSA avait, comme la majorité des entreprises aujourd'hui, des difficultés à protéger ces données. Il y avait la capacité à emprunter des identités en interne, un outil de DLP qui n'était pas très bien déployé, et puis également une traçabilité des actions incomplète. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la NSA ne sait pas exactement, d'après les bruits qu'on fuité, la NSA ne sait pas exactement les données qui ont été volées et qui vont être publiées bientôt. Donc on voit que tout n'est pas rose quand même. En tout cas, ce que ça a entraîné, c'est un programme drastique de réorganisation déjà à l'intérieur de la NSA, forcément, mais également une revue du renseignement plus largement sur ces volets électroniques aux États-Unis. C'est quelque chose qui est en cours et qui va avoir lieu dans les jours suivants. Je vous incite à le suivre dans l'actualité. En tout cas, ce qu'on peut aussi en retenir, c'est que c'est quelque part une opportunité pour les responsables sécurité au sens large. Ça a permis de concrétiser les menaces et de bien voir que ces menaces étatiques, elles existaient et qu'elles devaient être prises en compte. Mais ça, c'était pour le prisme déformant de l'actualité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des évolutions qui vous touchent même peut-être plus dans votre quotidien, parce que toutes les entreprises ne sont pas forcément la cible des écoutes au niveau de l'espionnage. Et donc c'est ce qu'on a souhaité mettre en lumière dans les slides suivants. Premier élément, première méthode d'attaque qui a été très utilisée en 2013, alors qui existait avant mais qui a vraiment connu un envol cette année, c'est le fameux waterholing ou la technique du point d'eau. C'est une technique finalement assez simple qui consiste à compromettre un site web, mais un site web qu'on a bien choisi, un site web où les gens qu'on veut piéger vont aller. Et une fois qu'on a choisi ce site web, on le compromet, on y dépose un code malveillant, l'utilisateur finalement va visiter ce site, voir son PC infecté, et ensuite c'est l'ensemble du système d'information qui pourra être accédé par ce biais-là. Extrêmement simple comme mécanisme, extrêmement efficace. Je peux vous raconter une attaque, c'est celle qui s'est passée au niveau du ministère du Travail aux États-Unis. Un site web et tout d'abord une cible, la communauté du nucléaire aux États-Unis. Au lieu de l'attaquer directement, et finalement s'opposer à des murs très solides dans les différents systèmes d'information des sociétés, eh bien, il y a eu l'idée d'aller viser une des pages du ministère du Travail aux États-Unis. Cette page, elle parle des compensations que les personnes peuvent avoir en cas d'exposition à des radiations. Informations quasiment publiques, informations non confidentielles, site web finalement peu protégé, mais site web dont la population visitante est par défaut très sensible. Et c'est donc cette page qui a été choisie, qui a été piégée par un ensemble de malware qui analysait le poste, qui trouvait les failles existantes sur le poste et qui permettait ensuite de prendre le contrôle du poste et donc derrière de les infecter et d'exfiltrer les données. Donc on voit qu'au lieu de s'attaquer directement à cette cible-là, le passer par ce waterholing, ce point d'eau où les cibles se rendent, eh bien, est une méthode assez efficace. Deuxième attaque, c'est ce qu'on appelle les attaques destructives ou les attaques également incapacitantes. C'est des attaques qui vont viser à rendre inopérant le système d'information, voire également à détruire des données. Alors comment ça se passe? On est sur une attaque assez classique, comme vous pouvez en avoir beaucoup qui arrivent. On va compromettre une partie du système d'information, on va y déployer un virus, sauf que ce virus, au lieu de classiquement envoyer des données vers l'extérieur, il va avoir des actions de destruction. Alors destruction qui peut être de l'effacement de données, de l'effacement de disques durs, ou encore de l'action plus incapacitante qui va être par exemple du chiffrement. Vous avez entendu parler de CryptoLocker, le malware qui chiffre les données sur les posts ou les partages réseau et qui après demande de l'argent pour les déchiffrer. On est dans cette logique-là également. Mais le cas que je voulais mettre en avant, c'est celui donc de la Corée du Sud, qui a été touché en mars 2013 et qui a connu finalement une attaque d'ampleur, une attaque qui a été préparée depuis 2012. Les analyses ont montré que plusieurs pré-attaques avaient été réalisées pour être capables d'infecter un certain nombre de réseaux, des banques et des chaînes de télé, avec un malware
destructif. Alors un malware qui finalement était assez mal conçu, l'attaque elle-même était assez grossière d'après les analyses qui ont été réalisées, mais c'est quand même un malware qui, le mardi à midi, le 20 mars, si mes souvenirs sont bons, a entraîné une réécriture d'une partie du disque dur et un redémarrage des machines. Et donc l'ensemble des utilisateurs de ces sociétés-là, qu'est-ce qu'ils ont eu sur leur écran? Eh bien l'image que vous avez en haut à droite, un fameux écran bleu qui dit que eh bien, le boot device not found, vous l'avez peut-être déjà vu, ça démontre bien que le disque dur a été attaqué et qu'il est impossible de lancer la machine. Là, on parle d'une attaque d'ampleur. Vous avez le chiffre en bas à droite, 35 000 postes touchés sur l'ensemble de ces sociétés-là. Bien entendu, beaucoup de postes de travail, mais aussi des postes métiers. L'image que vous avez en bas à droite, c'est une capture d'écran de la télé coréenne qui montre elle-même une capture d'écran d'un distributeur de billets, et plusieurs banques ont vu leur distributeur de billets touché également par cette attaque. Donc là, heureusement, je disais tout à l'heure, le malware a été mal conçu parce qu'il était possible de réparer finalement les données en reprenant un bout du secteur d'amorçage et en le recopiant au début. Donc là, l'attaque n'a pas été si destructive que ça au final, mais elle a quand même causé, vous l'imaginez bien, une désorganisation massive. Troisième volet, c'est ce qu'on appelle les attaques métiers. Alors ça, c'est quelque chose qui connaît une vraie croissance. On ne va plus seulement attaquer le système d'information pour attaquer ses postes de travail, attaquer ses serveurs ou ses équipements techniques. On va vraiment cibler un processus métier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple changer des plafonds de retrait sur des cartes. Ça peut vouloir dire également réaliser des virements ou collecter des informations clés auprès des acteurs métiers. Là, je vais vous raconter finalement deux petites histoires. Une qui démontre que les cybercriminels s'intéressent de plus en plus aux applications métiers. C'est l'apparition du premier malware pour SAP. Alors, je ne vais pas faire un sondage dans la salle, mais je suis sûr que si je vous demandais qui utilise SAP, j'aurais 80% des gens qui lèveraient la main, parce que c'est un des logiciels métiers les plus utilisés dans les entreprises. Eh bien, on voit des malwares qui, là c'est un extrait du code source du malware, qui cherche justement l'existence des processus SAP pour capturer toutes les touches qui sont frappées et envoyées à SAP, entre autres le mot de passe de l'utilisateur, mais pas que, aussi les transactions, les moyens de faire les virements, etc. Et puis qui également prend des captures d'écran pour capter cette information-là et qui ensuite l'exfiltre. L'autre point, et je pense que c'est une des attaques qui a été très visible en 2013, c'est une attaque qui a visé deux banques, finalement deux banques du Moyen-Orient, indirectement parce que ce qu'on a visé, c'est leurs prestataires de paiement métier, qui étaient pour le coup une société indienne et une société américaine. Cette attaque, elle a consisté à s'introduire sur ces systèmes métiers, chez les prestataires, changer les plafonds de paiement, les plafonds de retrait autorisés sur des cartes, voler les informations des cartes et ensuite les distribuer dans le monde pour fabriquer des fausses cartes et après aller physiquement dans les distributeurs de billets et retirer de l'argent de manière quasi illimitée. La photo que vous avez ici, c'est deux des criminels qui se sont fait attraper par les forces de l'ordre, heureusement, et qui se réjouissent de la pile de billets qu'ils viennent de retirer dans des distributeurs. Il y a eu un taux à un moment, sur 10 heures, ils ont réussi à retirer $1 million par heure à l'échelle internationale dans les distributeurs de billets. Donc vous voyez l'ampleur que ça peut prendre pour une défaillance dans un système métier chez un sous-traitant. Donc c'est quelque chose qui est souvent encore aujourd'hui oublié. On pense beaucoup aux menaces sur le SI, mais peu sur les systèmes métiers. Donc je pourrais aussi vous parler des distributeurs de billets, François en parlait tout à l'heure, ou encore de ce qui arrive au groupe Target, qui fait la une des médias ces temps-ci, avec les malwares qui ont visé les terminaux de paiement, ou de choses plus originales, comme les terminaux portuaires à Anvers, qui ont vu des informations manipulées pour faire disparaître des conteneurs qui contenaient de la drogue, mais je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Aussi un cas, c'est des braconniers en Inde qui se sont infiltrés sur des systèmes métiers qui contiennent les informations de tracking des animaux. Finalement, les animaux, pour les protéger, on leur met des colliers GPS. Eh bien, les pirates se sont introduits sur ces systèmes-là pour savoir où étaient les animaux et donc les chasser beaucoup plus facilement. Donc on voit toujours les deux dimensions du problème qu'il faut bien prendre en compte. Encore un axe d'évolution, et celui-là est vraiment naissant. On a eu quelques cas, c'est les attaques sur ce qu'on appelle la vie privée. Aujourd'hui, les entreprises réagissent de plus en plus, les grandes organisations se protègent de plus en plus. Mais les collaborateurs, finalement, s'ils ont des systèmes très protégés dans l'entreprise, sur leur vie privée, sont des utilisateurs lambda. Ils utilisent des emails, de la messagerie instantanée, pourquoi pas des terminaux, des smartphones, etc. Et donc, les cybercriminels déplacent
leur intérêt, leur centre d'attention, pour les cibler sur ces informations personnelles. Et ce que vous avez ici, c'est une capture d'écran qui a été remontée par le CERT-JIB en Russie, qui démontre que les cybercriminels sont en phase active de recherche d'informations à caractère personnel sur, par exemple, des comptes sur Facebook, sur LinkedIn, ou d'autres informations de ce type, en particulier les emails. Et ce qu'ils recherchent comme cible, c'est également les cibles de top management. On ne cherche pas uniquement les administrateurs, on va chercher les top managers. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on l'a tous fait dans la salle. Vendredi soir, 17h, vous devez partir, vous avez un dossier à finir, vous vous transférez ce dossier sur votre adresse email personnelle en disant « Ah oui, comme ça, je vais regarder ça ce week-end ». Eh bien ça, ce qui paraît anodin pour beaucoup de personnes dans les entreprises, est aujourd'hui vraiment ciblé par les cybercriminels qui ont leur travail facilité parce que des grosses attaques ont eu lieu dans l'année. Evernote, plusieurs millions de mots de passe, et également chez Adobe, vous en avez tous entendu parler, ont vu des mots de passe finalement personnels que les utilisateurs utilisent très souvent de nombreuses fois sur ces sites, et ces mots de passe ont été révélés. Alors certains acteurs comme Facebook ont eu des actions, on va dire préliminaires, qui ont vérifié que les mots de passe qui avaient été révélés n'étaient pas utilisés aussi chez Facebook. Donc une réaction saine, et ils ont prévenu les gens. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les attaques relatives à la vie privée. Alors en résumé, finalement ce que 2013 nous rappelle et a vraiment mis en avant, c'est que les menaces étatiques, qu'elles viennent plutôt du côté de la NSA, qu'elles viennent plutôt des côtés des pays asiatiques, eh bien elles sont bien réelles, elles sont bien sérieuses, elles sont bien présentes. Mais attention, ce n'est qu'une menace parmi d'autres, et les entreprises, les grandes organisations ne sont pas forcément ciblées uniquement par ces menaces étatiques. Il y a toutes les autres menaces que j'ai évoquées. Donc les méthodes d'attaque, elles se multiplient, elles se diversifient, et donc il s'agit de bien les prendre tout en compte dans les analyses et les orientations qu'on peut prendre sur 2014 et les années suivantes. Alors là, j'ai beaucoup parlé finalement des méthodes d'attaque, j'ai beaucoup parlé de ces nouvelles façons de faire, mais finalement, qui sont les auteurs derrière ces attaques ? Et je vais donc passer la parole à Éric Fraissinet et Fabien Koisic, qui vont vous expliquer que les cybercriminels n'ont pas disparu. Merci.